Bonjour, bonsoir à tout le monde. Soyez les Bonsoir, bienvenus, bonsoir. Bonsoir. soyez les bienvenus au pays du Jura. Bonsoir. Bon, vous voyez la photo derrière moi, c'était avant le gel. Ouais. Écoutez, un immense plaisir de vous retrouver sur une thématique qui m'est chère, hein, puisque je suis un grand fan des vins du Jura. Voilà. En tout genre. Petit vignoble, grand vin. C'est ça. Petit vignoble par la taille, grand vin par l'énergie, les gens qui les portent et qui font voilà, refléter cette lumière qu'on retrouve dans les vins. Donc on a plusieurs, donc sur ce Wine Talk Show, on est plusieurs. Donc je vais peut-être appeler nos invités de marque un par un pour qu'ils fassent peut-être une présentation de qui ils sont, de ce qu'ils ressentent quand ils goûtent du vin, de plein de choses comme ça. Par qui on commence? Je sais pas. Qui veut commencer? Tu veux commencer, Marin? Je te sens Oui, chaud. c'est parti. Allez, ça marche, vas-y. Et du coup, voilà, moi c'est Marin Fumé du domaine Fumé Châtelain à Montigny-les-Arthurs. Voilà, je suis viticulteur avec mes parents. On exploite 17 hectares de vignes sur l'appellation Arbois. Et voilà, en conversion bio, ça fait pas très longtemps que je suis installé au domaine. Ça fait depuis le début d'année. Mais après, c'est moi qui vinifie au domaine depuis 2015 déjà. Et voilà, on a un domaine, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et du coup, on est vraiment en train de tout chambouler et puis de commencer à faire des belles choses. Et voilà, voilà, voilà. Combien d'hectares? On a 17 hectares, donc c'est pas tout en propriété. Là, on a aussi un projet de plantation, on va en replanter 3 de plus. Du coup, on va arriver à une vitesse de croisière de 20 hectares d'ici 5 ans, quoi. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est un joli progrès. Et tu fais tous les types de vins alors? Ouais, c'est ça, on fait tous les types de vins. Nous, on est à Montigny, donc évidemment, on a du Trousseau. C'est un peu la capitale du Trousseau. Et puis après, évidemment, des blancs, Chardonnay, Savagnin. Et en rouge, Pinot Noir, Cloussard, Trousseau. Et puis tous les vins de voile en Savagnin, aussi des bulles. Voilà, on fait beaucoup de cuvées. Pas encore autant que Jean-François, mais on en fait pas mal quand même. Voilà. Jean-François, il y a des jours où on s'y perd, hein. Oui, même moi, je m'y perds encore. Oui. Non, c'est encore à peu près c'est qu'on va, mais enfin. Bon, Je ne connais même pas Marin, alors voyez-vous, on n'est pas. La première fois qu'on se rencontre derrière un ordinateur, c'est… bon, C'est quand même c'est incroyable, ça. Ça va pas, ça. C'est quelque chose qui ne nous ressemble pas, en tout cas. Non, 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 il va falloir rectifier. Il faut dire que Rotalier, c'est pas à côté non plus, hein. Tout à fait, oui. Mais ce n'est Montpellier, que partie remise. Ce n'est que partie. Montpellier, c'est dans l'hémisphère sud, non? C'est ça? C'est presque ça, ouais. C'est une histoire de Combes, si je me souviens bien. C'est bien cela. C'est bien cela. Jean-François, tu veux peut-être prendre la parole? Il n'y a pas de problème. Donc, Jean-François Ganeva, vigneron, donc dans la partie sud, la partie la plus au sud, dans le sud Revermont. Donc, c'est un domaine de père en fils depuis 1650, donc 14 générations, installé donc, au départ par mes ancêtres sur la commune de Rotalier. Et puis, mes ancêtres ont commencé à travailler chez le châtelain Gréat à Rotalier, au château Gréat, et puis ont commencé à acheter un petit lopin de terre. Et petit à petit, sont devenus plutôt, on va dire, paysans vignerons avec des vaches, la polyculture élevage, avec quelques vaches, et puis ensuite avec un petit peu de vigne. Et Et quand est-ce qu'a été le basculement voilà, donc c'est en 1982. On a eu des vaches laitières jusqu'en 76 et après des genisses, enfin des poules, des lapins, des oies, des cochons, un peu de tout jusqu'en 82. Voilà. Et donc, c'est mon père qui a fait la transformation vraiment pour partir plus sur la vigne. Donc, avec mes ancêtres avaient environ un hectare et demi de vigne et puis 5-6 vaches, un cheval. Et puis, mon père, lui, est passé à 4 hectares, 4 hectares et demi de vigne. Et donc, moi, je suis parti faire mes classes en Bourgogne. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans à Chastel-Morachet chez Jean-Marc Moret. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai trouvé
que le Jura me manquait. Donc, on est revenu au domaine. Et puis, depuis, eh bien, il y a eu plein de choses. Donc, on a travaillé directement en bio, et puis biodynamie, et puis en vin naturel avec plein de cuvées. Et puis, 2013, on a monté un petit négoce avec ma sœur. Ma sœur m'a rejoint, elle est venue travailler avec moi. Et puis, depuis, on fait des vins, on négocie des vins de paysans, des vins qu'on a envie de boire, des vins simples, on va dire, qui se font de plus en plus d'ailleurs dans la région. On a commencé, on va dire, à faire des vins d'autres régions, et souvent unifiés quand on peut avec des cépages jurassiens. Donc, ça fait des vins, en tout cas, agréables, avec une belle buvabilité. Voilà. Le problème de ces vins-là, c'est qu'ils se boivent vite. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, c'est des vins. La taille idéale, c'est le magnum. Hein, pour deux, mais qu'il y en a un qui ne boit pas, c'est ce qu'on dit. Hein. Et je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois qu'on s'est vu, Jean-François, on était c'était à l'enterrement de Marcel, à Pierre. Ah oui, tout à fait. Oui, On avait bien skié, oui. On avait bien rendu hommage, en tout cas, à Marcel. C'est clair, ouais. C'est ça. Qui c'est peut-être honneur aux dames, Philippe, mademoiselle Jaja, si vous voulez bien nous rentrer en scène, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis assez excitée parce que moi, j'ai commencé dans le vin il y a seulement 10-15 ans, ce qui est assez jeune dans le métier. Et ma première claque, ça a été avec le Jura. Sans doute pour des raisons sur lesquelles tu reviendras, mais on est quand même sur une conjonction de sols et de cépages extraordinaires. Et donc, ouais, ravie d'avoir cette occasion de discuter un petit peu plus en profondeur avec les gens concernés de ce qui nous fait ressentir et vibrer de cette manière quand on boit des vins jurassiens. Mademoiselle Zajal, donc elle intègre l'école au mois de novembre, voilà, donc comme formatrice. Avec énormément de joie et d'enthousiasme. Ouais. Sur Paris. Philippe? Oui, bonjour à tous. Tout le monde m'entend, j'imagine? Magnifique. Ok, super. Eh ben, quel plaisir de se réunir. On a quand même plus souvent l'habitude de se voir dans les caves avec un verre à la main, mais ça permet de réunir malgré tout une bonne centaine de passionnés des vins du Jura. Donc, on voit que véritablement ce vignoble a la cote. Et nous, on sait pourquoi et on sait à quel point il peut avoir la cote quand on les manipule de jour en jour. Alors, je m'appelle Philippe Troussard. Je suis restaurateur sommelier en plein cœur d'Arbois, donc la capitale des vins du Jura. L'établissement s'appelle l'hôtel-restaurant Les Caudalie. Et sommelier qui appartient à la famille des meilleurs ouvriers de France depuis le millésime 2015. Comme la même famille que notre ami Franck, très content de l'avoir rejoint. Et je suis né à Besançon, donc véritablement franc-comtois d'origine. J'ai fait un tout petit séjour en Bourgogne comme notre ami Jean-François pendant une quinzaine d'années du côté de Dijon, où mon papa, lui, était restaurateur sommelier à Gevrey-Chambertin. J'ai commencé à forger mon palais avec le Pinot Noir et le Chardonnay de Bourgogne, et puis j'ai continué à l'affûter avec les vins typés jurassiens. Et nous sommes installés dans le Jura en famille depuis 1998. Donc, cela fait 23 ans que nous travaillons en famille. On a commencé donc notre établissement au restaurant Le Relais de Pondéry à Saint-Lin-les-Bains en 1998 jusqu'en 2009. Et puis, depuis 2009, on a switché de localité et on est en plein cœur d'Arbois. On a restauré une maison de maître de 1835 qu'on a évidemment transformé en hôtel-restaurant. Voilà. Donc, travail en business de famille. Mon épouse est co-gérante avec moi. Elle s'occupe, elle, particulièrement de la partie hôtelière et toute la partie, évidemment, gestion administrative. Elle est gouvernante de métier. Ma belle-mère, qui est la chef de cuisine, et puis mon papa travaille avec moi en salle en tant que directeur de salle. Voilà. Évidemment, une belle équipe qui nous accompagne pour faire valoir et promouvoir ce vignoble jurassien, et très content et amoureux des vins jurassiens. J'ai beaucoup de personnes qui, pendant ma jeune carrière, même si ça fait que 23 ans que je suis dans le métier de la restauration, beaucoup de personnes m'ont demandé éventuellement, mais comment ça se fait que tu fais, qu'est-ce que tu fous encore dans le Jura?
pourquoi tu n'es pas allé à un temps donné faire tes preuves dans les palaces parisiens pour les grands chefs, parce que j'avais compris que, en tout cas rapidement, que ça allait être un vignoble qui allait monter en flèche. Et j'en suis très content aujourd'hui de proposer notamment l'un des plus grands vins du monde au quotidien dans nos établissements, qui est le vin jaune. Il y en a plein d'autres aussi, évidemment, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, très content de nos amis vignerons qui ont répondu présent. Merci Marin, merci Jean-François et merci à toi Franck pour l'événement. Je te laisse la parole. Merci, merci Philippe. Non, je vais mettre le pavé dans la mare tout de suite parce que souvent, quand on est entre sommeliers, on dit à Philippe, dans le journal, vous avez quand même vous avez pas honte de vendre des vins qui sont malades. Tu sais, Franck, je rebondis de ce que tu as proposé. Le jour où j'ai gagné le titre de meilleur ouvrier de France, il y en a quand même certains qui osaient dire c'est un meilleur ouvrier de France aujourd'hui qui a gagné sommelier, qui vend du poulet au vin jaune avec des vins oxydés. Tu n'as quand même jamais vu ça. Le mec, il arrive à faire du business avec ça. Eh bien oui, les gars, oui, soyez pas jaloux, c'est une vérité. On attire le monde entier pour cela. Donc, je te l'accorde, mon cher Franck, et toujours très content de partager des beaux verres de vin jaune avec toi. Bon, vous avez vu Justine à côté de moi. Tu te présentes, Justine? Oui, bien sûr. Donc, je suis avec Franck quotidiennement dans l'école de sommelier caviste. Et Franck m'a permis de découvrir vos vins, notamment ceux des vins du domaine Ganva, entre autres. Joli millésime, mais c'était vraiment. On a bu un 2010 Prestige qui était très joli. Donc, Ganva Souval, tout à fait. Ouais. Mademoiselle Jaja, je sens que tu as des questions qui brûlent ta langue. Oui, ce n'est pas faux. Je suis vraiment contente d'avoir les principaux intéressés pour poser toutes mes questions, y compris des questions un petit peu techniques. Mais quand on parle du Jura, moi, je pense toujours, tout à l'heure, je disais extraordinaire. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une région qui sort de l'ordinaire. Et pourtant, j'aime toutes les régions, donc il n'y a pas de favoritisme. C'est juste que vous, tous les deux, Marin et Jean-François, vous travaillez des cépages particuliers. Vous avez notamment un cépage qui, pour moi, est un peu l'essence animale. En tout cas, il y a une identité très animale pour moi à travers le trousseau et très végétale dans le poulsard. Et donc, ça doit être un exercice quotidien d'essayer de comprendre ces cépages, comprendre ces aromatiques et les mettre le plus précisément possible en valeur. Oui, tout à fait. Je prends la parole, Marin. Tu m'excuseras. Je pense que en tout ce qui concerne le Poulsard, c'est un cépage vraiment qui a été complètement, on va dire, un petit peu sous-estimé pendant des années où c'était des vins que on parlait de rosé, pardon, de vins qui ont peu de couleur, peu de densité. Et voilà. Il faut savoir que le Poulsard, c'est un cépage avec une peau très fine qui amène jamais une grosse couleur, à part les millésimes solaires comme 2015, 2018, 2005, enfin tous les millésimes solaires. Mais sinon, c'est quand même un vin qui est plutôt, je dirais, orangé, d'ailleurs, que rosé. Ça n'empêche pas que c'est plutôt un vin, pardon, qui est plutôt sur un côté épicé, et puis avec un équilibre un peu de blanc. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de Poulsard. Il y a des Poulsards plus ou moins concentrés. En tout cas, en ce qui me concerne, on les vinifie plutôt sur de l'infusion, justement, et je trouve ces vins vraiment très intéressants par leur côté épicé et des vins de terroir. C'est des vins qui ont beaucoup de personnalité avec vraiment beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'élégance. Voilà. Et en ce qui concerne le trousseau, il y a plusieurs types de trousseaux aussi, donc, comme notre ami Marin, qui vont faire des trousseaux toujours avec une maturité un petit peu plus solaire sur la partie nord que sur la partie sud. Nous, on fait aussi… Et Jean-François, j'ai une question. J'ai une personne qui demande qu'est-ce que tu entends par la notion d'infusion? L'infusion, c'est des macérations, mais avec absolument pas d'intervention. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler plutôt sur un caractère plutôt froid, c'est-à-dire des fermentations plutôt entre 10 et 15 degrés pour leur amener justement une buvabilité. Voilà. C'est plutôt ça l'infusion. L'infusion, c'est sans toucher les raisins qui sont donc en macération. Voilà. C'est le principe du sachet de thé qu'on dépose. Oui, ça peut ça, tout à fait. Son essence sans être pressé, en fait.
Tout à fait. Donc, on ne cherche pas à leur amener des tanins. Je trouve que ce n'est pas un cépage qui supporte forcément le tanin. C'est plutôt un cépage qui est fait pour être bu, on va dire, sur la légèreté, la buvabilité, sur la race, sur l'énergie, que sur un caractère concentré. Ça nous est arrivé, comme en 2018, d'avoir des pulsars à 13,5, 14 degrés. Je trouve que c'est presque dommage d'avoir ce cépage avec un caractère alcooleux. C'est plutôt un cépage qui est fait pour être bu entre 11,5 et 12,5, 13 degrés. C'est là que je trouve que vraiment le pulsar amène toute sa splendeur dans la finesse, en tout cas. Voilà. Et puis, en ce qui concerne le trousseau, donc c'est ce que je vous expliquais, il y a plusieurs types de trousseaux. Donc, un côté un peu plus solaire, à mon avis, sur la partie nord. Et chez nous, c'est plutôt, encore une fois, des rouges vraiment sur jamais trop de couleurs. La couleur, on ne la cherche pas. On cherche vraiment plutôt le côté floral de ce cépage qui amène vraiment un côté rose comme ça, un peu litchi, qui lui amène aussi à un côté vraiment gourmand, friand, qui n'empêche pas de très, très bien vieillir et qui amène vraiment une buvabilité assez incroyable, quoi. On parle pas assez des accords mévins avec le trousseau et notamment de cette jolie conversation qui peut s'établir avec des mets un peu inattendus comme le foie gras. Pour moi, ça permet, en tout cas, certaines vinifications du trousseau permettent des accords mévins un petit peu inattendus, mais il y a une vraie conversation autour de l'animalité, du côté un petit peu giboyeux. Voilà. C'est vraiment un cépage intéressant. Tout à fait. Alors ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est deux types de cépages vinifiés un peu différemment. Chez moi, les trousseaux ne sont pas trop dans ce registre-là. Ils sont très ouverts, très floraux. C'est des vins qui ont vraiment une buvabilité jeune et qui vieillissent très très bien, mais sur ce côté floral. Après, il se fait des trousseaux plus concentrés avec un côté un peu plus réducteur, sur un côté un petit peu plus animal, où on a des vins avec plus de chair, plus de caractère. On a du mal à faire chez nous. On a toujours une maturité un petit peu plus, on va dire, inférieure, et puis des terroirs qui sont un petit peu différents. On a plus des sols à blanc qui amènent un côté… on n'a pas les mêmes terroirs, hein, tout simplement. Hein. Vrai. Voilà. Et toi, Marin, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis assez d'accord avec Jean-François. Je pense que vers chez lui, c'est sûr qu'il y a évidemment des très bons sols à Ploussard et à Trousseau, mais ils ont aussi des très grands sols à Blanc. Et c'est vrai que nous, sur la partie Arbois, on arrive avec des sols assez riches et puis des maturités peut-être un peu plus poussées sur les rouges, à faire des rouges un petit peu plus concentrés. Je suis complètement d'accord avec Jean-François pour l'infusion sur le Ploussard. C'est vrai que c'est un cépage qui fonctionne bien en fait quand on le laisse fermenter tout seul. La fermentation intracellulaire, elle est hyper importante sur ce cépage-là parce que ce qu'on veut en fait, c'est surtout du fruit. Sitôt qu'on commence à essayer d'extraire, à faire beaucoup de remontage ou beaucoup de pigeage, en fait, on va extraire justement des notes végétales. Et ça, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs ploussards qui rendent comme ça. Et voilà. Et puis en ce qui concerne les trousseaux, ouais, je suis assez d'accord. Il peut y avoir un côté animal sur les trousseaux, peut-être surtout ici sur Arbois. Après, souvent, voilà, c'est des arômes aussi de menthe, de réglisse, des choses comme ça qu'on peut retrouver, quoi. Et le trousseau, ça marche aussi bien en infusion. Moi, personnellement, je l'ai fait avec pas mal de grappes entières. J'essaie de mettre 50% de grappes entières un peu dans le fond de ma cuve, plus de les grapper par-dessus. Et c'est pareil, on n'y touche pas trop. Simplement un petit remontage de temps en temps à la rigueur, mais on essaie de laisser les vins se faire tout seuls. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens font les vins maintenant rouges dans le Jura. Jean-François, Stéphane Tissot ont un peu ouvert la voie sur des vinifications comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qui rend le mieux sur ces cépages-là, quoi. On se rend compte de toute façon que la concentration, le raisin, ça se fait vraiment à la vigne. Et puis après, ça ne sert à rien d'essayer de trop extraire parce qu'on ne va pas spécialement extraire les bonnes choses. Mieux vaut pousser les macérations, peut-être les faire un peu plus longues que d'essayer de trop extraire trop vite, quoi. Juste, Miss Jaja ask a question. On a parlé du foie gras, tu sais, Philippe, toi qui as un peu d'expérience dans les accords mévins, c'est quoi ton avis? Je suis à 100% d'accord avec mademoiselle Jaja qui pense à positionner évidemment un vin rouge jurassien avec un foie gras. C'est exactement ce que je propose en ce moment au restaurant. La chef a décidé en fait de travailler une terrine de foie gras qui est directement travaillée avec un insert d'artichaut
Et on a décidé de travailler évidemment une charcuterie locale qui est l'échine de porc fumée, franc-comtoise. Et l'avantage de jouer sur cette carte un petit peu, justement, on va dire lardée fumée, se positionne de façon admirable avec aussi bien un poulsard ou un poulsard qu'un trousseau. À partir du moment où, évidemment, on le sélectionne bien, d'un vigneron en particulier et d'un millésime, parce que évidemment, là, on a la chance d'avoir un vigneron du Nord et un vigneron du Sud du Jura. Mais entre les deux, on peut dire qu'on a quand même de multiples facettes suivant en fait la philosophie du vigneron et suivant aussi évidemment le climat et le terroir que le trousseau lui offre. C'est vrai que certains trousseaux de calcaire qu'on peut avoir par exemple du côté de Lavigny ou même ne serait-ce que certains trousseaux de certains vignerons qui travaillent sur la bande de calcaire à griffer, ça donne des trousseaux qui ont cet aspect un petit peu foxé, je dirais. Et là, on peut jouer la carte de cet esprit un peu lardé fumé sur les accords. Et l'avantage, c'est que dans cet esprit, on arrive sur une saison d'automne. Ce sont des vins rouges qui ont un accès très radical sur les poissons qui sont travaillés avec des tombées de champignons sans se poser de questions. Il ne faut surtout pas, et par expérience aussi, on va dire, évoquer le fait que le Poulsard est un vin rouge léger ou un vin rosé. On en fait du rosé. Je vois qu'il y a une petite question qui s'infiltre. Il y a une question sur le Troussard. Le Troussard, oui. Trousseau est-il un hybride jurassien? Le Philippe Troussard. Ah oui, ça je l'avais pas vu passer, mais effectivement, ils ont compris que j'étais moi-même un assemblage de Trousseau et de Poulsard. Alors, vous avez vu que jusqu'au 2S, en tout cas, il y a une proportion plus importante de Trousseau. C'est pour ça que j'ai développé la carte de Trousseau sur ma carte des vins du Jura. Parce Est-ce que tu as des trousseaux de la mariée aussi, non? Des Trousseaux, comment tu dis? De la mariée. Ah oui, pas encore, ça ne serait tardé. Non, mais chouette. Et c'est vrai que le Poulsard peut aussi aller jusqu'à même côtoyer les ailes d'un gibier sans se poser de questions sur des millésimes plutôt assez solaires, comme l'a dit tout à l'heure Jean-François. On peut même citer 2003 sur un millésime dont on ne croyait peu. Mais on a une maniabilité sur la majorité des vins jurassiens, en dehors évidemment des vins rouges. Les vins blancs, qu'ils soient typés ou houillés, tout en passant par les bulles avec le crément, tout en passant par les sucres. On a beaucoup d'avantages dans le Jura sur 2000 hectares, avoir au moins 7 types de vins différents. On en est très riche, et grâce aux vignerons jurassiens qui savent les manier de façon admirable. Alors d'ailleurs, Philippe, vous venez de mentionner le côté, un mot un peu technique, mais typique jurassien, qui est houillé. Est-ce qu'on peut définir un petit peu le vin jaune, ce que c'est qu'un vin houillé, non houillé peut-être pour nos auditeurs? Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un mot, on va dire, technique de l'élevage qui rentre dans le monde de l'élevage du vin. Les vignerons seraient presque encore mieux en parler que moi, mais je dirais que ce que j'explique à mes clients, en fait, l'houillage, pratiquement tous les vins du monde sont houillés, puisqu'il est logique que l'air est bien l'ennemi du vin. Sauf que nous, dans le Jura, on peut dire que l'oxygène, on l'utilise comme l'ami du vin, notamment pour faire les vins typés, c'est-à-dire que, notamment par rapport au cépage savagnin, qui a cette résistance au contact de l'oxygène et qui, grâce à l'oxygène, permet en fait de former une flore et un voile à la surface quand il n'est pas houillé. Et là, on obtient des vins typés. Donc, évidemment, les vins houillés sont sur une tendance de vins blancs floraux, et les vins non houillés ont une tendance à être, on va dire, typés oxydatifs. Exactement. Donc, merci pour cette définition. Justement, on reviendra tout à l'heure sur ce voile. Il y a une question de Marnie qui dit Pardon my English, but the Poulsard est utilisé dans les vins de paille également. Question. Ça peut, ouais. Est-ce que Marin, tu veux répondre à cette question? Ouais, on peut. Dans le vin de paille, il me semble qu'on a le droit d'utiliser tous les cépages jurassiens, excepté le pinot noir. Après, moi, voilà, j'en fais pas toujours du paille, mais j'utilise plutôt du chardonnay et du savagnin. Mais s'il y a 2-3 grappes de Poulsard qui se baladent, on peut les mettre avec aussi, quoi. Enfin, voilà, il me semble. Oui, autrefois, le Poulsard était d'ailleurs bien représenté dans les vins de paille avec l'enfariné aussi. L'enfariné qui était un cépage typiquement jurassien qui a disparu des appellations, mais en tout cas qui est un cépage vraiment très intéressant par son acidité. Donc, pour les vins liquoreux,
mais aussi ce cépage serait le bienvenu aujourd'hui dans les AOC pour justement ramener de la fraîcheur et de l'acidité dans les vins avec les millésimes qu'on a eus, tous ces millésimes solaires. Voilà, c'est un cépage en tout cas qui ne pourrit pas, alors il y a plusieurs, pareil, il y a une grosse sélection dans les enfarinés, il y a des enfarinés à petits grains, à gros grains, mais en tout cas, c'est un cépage qui est vraiment très intéressant, qui se garde très très bien. Je vois cette année encore avec le millésime 2021 qui est catastrophique, les enfarinés étaient vraiment splendides, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'était vraiment un cépage qui était vraiment utilisé autrefois dans les vins de paille, en tout cas. On a une de nos étudiantes de la formation semécaviste qui est à Colmar qui avait une question. On va lui demander peut-être de nous la poser en live. Jade, tu veux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Et ta caméra. Oui, Super. vous m'entendez? Oui, on t'entend, Jade. Coucou, ça Ok, va? non, parce que je marche sous la pluie et je suis en plein cœur de l'Alsace. Donc, bonjour. J'avais une question, savoir si un cépage jurassien se prêtait mieux à l'ouillage, parce qu'en fait, en Alsace, il y a certains vignerons qui s'amusent avec le pinot gris, par exemple, ou avec un Riesling botrytisé, en fonction des vignerons, à le faire justement de cette méthode-là. Donc, c'était juste une question comme ça. Tu veux dire en non-ouillage, justement, en oxydatif? Oui, en oxydatif, pardon. Oxydatif, ouais. Oui. Eh bien, ces deux cépages, en tout cas, sont intéressants. On parle toujours du savagnin pour son côté oxydatif, mais le chardonnay marche très, très bien. Il faut savoir qu'autrefois, donc on a encore chez nous pas mal de vieux millésimes où mon grand-père travaillait sur, que ce soit les savagnins ou les chardonnays, non houillés. Le houillage dans le Jura est arrivé tardivement, plutôt dans les années 90 d'ailleurs. Alors certes, les vins étaient un petit peu moins oxydatifs autrefois, dans le sens où on travaillait sur des gros volumes, c'est-à-dire sur du foudre. Donc, il faut savoir que les vins vont beaucoup moins vite, on va dire, sur l'oxydation, plus le récipient est gros. Donc, sachant que ces foudres ont disparu, étaient au bout du rouleau, on a commencé à aller chercher de la futaille chez nos voisins qui étaient les plus près, autrement dit les Bourguignons. Et là, on a commencé à travailler sur la pièce de 228 litres. Et sur la pièce de 228 litres, on a fait des vins oxydatifs. Quand on goûte un chardonnay sous voile ou un savagnin, à partir de 5-6 ans, on ne sait plus si on boit un chardonnay ou un savagnin. Là, je viens de mettre en bouteille des chardonnays 2005. Ça s'appelle donc la cuvée l'EPP. Et ça, cette cuvée, vous voyez, 2021, pardon. Donc, on l'a mis en bouteille il n'y a pas longtemps. Et ça, je peux vous assurer que c'est super intéressant. C'est pareil, on ne sait plus exactement si c'est un chardonnay ou un savagnin, dans le sens où le chardonnay s'est vraiment affiné et on lui a amené une patine, un côté oxydatif qui est tout sur la finesse, qui est en tout cas très intéressant. On a beaucoup moins d'éther sur les chardonnays que sur les savagnins. Voilà. Donc on est sur un côté intéressant, mais avec plus de finesse. Mais le chardonnay peut être très intéressant aussi. Mais ça s'est perdu un petit peu on va dire, avec le côté solaire, avec le côté climatique, où on a quand même toujours plus d'acidité, des pH beaucoup plus bas sur les savagnins que sur les chardonnays. Donc, il est plus facile de faire des savagnins sous voile que des chardonnays en tout cas. Mais le chardonnay reste très intéressant. Ok, merci beaucoup. De quel chardonnay parlons-nous? Parce qu'on pense communément qu'il n'y a qu'un chardonnay dans le monde, etc., etc. Tout à l'heure, vous mentionniez le fait qu'on ait plusieurs pulsars, plusieurs types en tout cas de pulsars, mais je pense au melon à queue rouge. Vous travaillez le chardonnay ou une petite variante locale? Alors moi, personnellement, j'ai les deux. On a des très vieilles vignes plantées avant 1930 qui sont des chardonnays, donc du chardonnay local, le chardonnay donc local qu'on appelait autrefois le melon à queue rouge. Voilà. Donc on a les deux. Formidable. Pareil de mon côté, il y a les deux. Et puis après, il y a encore d'autres sélections. Il y a plein de sélections de chardonnay différentes. Et du coup, évidemment, il y a du melon à queue rouge. Puis ensuite, il y a d'autres choses qui sont ni du melon à queue rouge, ni du chardonnay. Enfin, voilà, il y a une diversité génétique ultra intéressante dans le Jura. Parce que mes grands-parents, les anciens, ont greffé beaucoup eux-mêmes.
et sélectionnaient beaucoup eux-mêmes. Ils ne passaient pas trop par les pépinières et du coup, voilà, on s'est retrouvé avec beaucoup de jolies sélections. Ce n'est pas de la monoculture. Ouais, je trouve ça super intéressant, chers amis vignerons. Et souvent, d'ailleurs, ils font une cuvée de chardonnay et ils font une cuvée de melon à queue rouge. Et il y a un vrai intérêt à découvrir. Et d'ailleurs, Jean-François en fait des très beaux magnums sur la cuvée Marguerite. Je crois que ça n'existe pas en bouteille, ça n'existe qu'en magnum. Et encore une fois, ça fait partie des cuvées qui sont à boire au moins une fois dans sa vie, comme la cuvée Pépé d'ailleurs qu'il a proposée tout à l'heure. Et je trouve que c'est aussi autant admirable de le faire aussi même du côté d'Arbois avec les cuvées que Marin est en train d'expérimenter et de prouver de façon admirable du côté d'Arbois. Est-ce que je peux poser une question au palais de Philippe? Tu peux, vas-y. Je voudrais savoir si avec ton outil de travail hyper pointu, tu constates des différences notables entre le melon à queue rouge et puis d'autres variantes, comme une salinité un petit peu plus affirmée ou des nuances un petit peu plus subtiles que sur d'autres cépages blancs, notamment d'autres chardonnays. Il faut oser dire avec humilité que c'est très peu évident de distinguer melon à queue rouge et chardonnay. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, surtout de la façon dont le vin il est accompagné. Quand on y propose à peine de futaille dans l'accompagnement de l'élevage et même juste avant dans la vinification, si on travaille sur lit ou non, la façon dont le vin a été nourri, la façon dont le vin a été proposé, il y a tellement de paramètres que c'est peu évident. En termes de dégustation, je dirais que vraiment à l'aveugle, en tout cas, il faut être peut-être plus pointu que moi. Je dirais que c'est vraiment pas facile de pouvoir faire une vraie différence parce qu'on est sur des cousins qui sont extrêmement proches. Je pense qu'on peut les appeler des cousins, mais c'est une variante de chardonnay qui est alors parfois sur certains melons, j'ai eu l'impression quand même que si on devait en fait distinguer une gamme aromatique ou un style de toucher de bouche, j'ai toujours l'impression qu'il y avait un format un peu plus exotique sur les melons. Des fruits peut-être un peu plus tropicaux, c'est-à-dire qu'on quittait les fruits du verger, au lieu d'aller retrouver pommes, poires, pêches ou nectarines ou boire abricot, on est peut-être plus sur une tendance parfois ananas, parfois fruits de la passion. Il y a une tendance parfois que j'ai trouvé un reflet un peu plus exotique et tropical. Mais encore une fois, il y a aussi les influences de millésime, des terroirs et de la patte du vigneron, des grands interprètes des terroirs. Moi, je dirais que c'est facile quand même de les différencier quand on a vu l'étiquette. Exactement, mon Franck. Exactement. Non, j'allais juste dire, c'est intéressant de pouvoir manger de l'ananas et des fruits de la passion dans le Jura. Donc, c'est un bon moyen de trouver un peu d'exotisme. De toute façon, Jean-François, il a craché le morceau un soir, il fait macérer des trucs dans ses fruits. Ah, mais c'est pour ça. Il est malin, il est malin. Les marins, Jean-François, vous avez des chouchous dans vos cépages, certains que vous trouvez un petit peu plus faciles intuitivement à cajoler? Moi, franchement, j'aime vraiment tous les cépages jurassiens. Je suis un grand fan de tout, de pinot noir, de chardonnay et de tout le reste. Mais c'est vrai que moi, je suis un amoureux du trousseau. Voilà, on a vraiment des terroirs qui s'y prêtent ici à Montigny. Et quand c'est bon, c'est vraiment ultra bon. Voilà. Si je devais en garder un, ça serait celui-là, même si j'adore les autres aussi, quoi. Après le trousseau, c'est un cépage qui ne vieillit pas du tout. Hein. Ça, c'est un vrai problème, par contre. Ouais. Il y a débat, il y a Jean-Michel Houdet qui vous dit, bon alors, finalement, on dit Poulsard ou Ploussard? On peut dire les deux. Chacun son appréciation. Vous dites quoi, vous? Moi, je dis Ploussard. Ici, oui, à la Jurassienne. Voilà, Poulsard, dans le sud. Ouais. Il y aurait une vraie explication, il paraît, que cette histoire, en fait, de cette variété de prune qui est la Plosse, la baie du Ploussard ou du Poulsard ressemblerait en fait à cette variété de prune. Et il y aurait des origines étymologiques qui disaient que en fait, finalement, c'était le cépage Pulsar qui ensuite ont été dérivés en Ploussard et en Pulsar. Mais en tout cas, si vous passez par Pupillin, ne dites pas Poulsard, dites plutôt Ploussard. Les vignerons seront plutôt plus doux avec vous. Merci de nous prévenir.
Il y a une bonne question que je n'aurais pas osé, mais il y a beaucoup de personnes qui trouvent des parentés entre le trousseau et le bastardo de la vallée du Douro. Ouais, c'est le même cépage. Enfin, c'est le même cépage. J'imagine qu'on a des différences génétiques, évidemment, parce que c'est pas planté au même endroit, puis ça n'a pas été les mêmes sélections, mais le trousseau et le bastardo sont De la même famille, c'est sûr. ouais, de la même famille, en tout cas, quoi. C'est pour ça, moi, j'ai une cuvée d'ailleurs qui s'appelle Le Bâtard, que je suis en train de boire en ce moment pour accompagner l'interview. Et Vas-y, Le bon, Bâtard avance en plein d'œil l'étiquette. avec le bastardo. Avance l'étiquette juste pour voir. D'accord. Ok. Qu'est-ce que. Oui, Jean-François, tu bois quelque chose ou tu es à sec? Moi, je bois quelque chose, c'est quelque chose à goûter. Voilà. Moi, c'est un vin à Nicolas qui a travaillé chez nous, Nicolas Jacob, qui fait des vins remarquables. Et puis là, je goûte un blanc de chez lui qui est de toute beauté, en tout cas. 2015, là-bas, c'est l'étoile et c'est vraiment très, très bon. Voilà. On a essayé de le convier et je n'ai pas réussi malheureusement à l'avoir avec nous, mais on a une belle pensée pour lui. En plus, Voilà, avec cette belle bouteille, on a essayé de le convier et en tout cas, il y est malgré tout par la pensée. J'imagine qu'il avait plein d'occupations. Oui, il est bien occupé aussi. Et puis, en tout cas, c'est un très bon vigneron. Il a travaillé chez nous pendant 4 années et qui est vraiment top. Des vignes, mais très, très bon vigneron et très sympa. Voilà. Qu'est-ce que tu bois, Philippe, toi? Nous, on parlait tout à l'heure d'infusion. Moi, je suis pas forcément dans l'infusion de raisin, mais plutôt dans l'infusion calme parce que j'ai un service à tenir dans les prochaines minutes. Et je me suis dit que c'était quand même plus raisonnable de me réserver à goûter les vins qu'on va servir tout à l'heure. Donc, un peu plus calme. Et toi, Miss Jaja? Moi, je suis à l'eau présentement avec un format sérieux. Ouais, Pourquoi? Parce que atelier ce midi, atelier ce soir. Donc, je reste sage. Bon, je sais pas. Nous, on a. Je sais pas si vous la voyez ou pas, non? Non. C'est un Macvin, parce que moi, j'aime bien le Macvin. Un Macvin Pinot de chez Bénédicte et Stéphane Tissot. Ah bon? Voilà, classique. Puisqu'on est dans les étiquettes, Jean-François, quelle était l'inspiration pour les étiquettes un peu plus girondes et lyriques des cuvées de rouge? Eh bien, c'est simple, c'était pour vraiment trancher par rapport aux étiquettes du domaine. On n'est pas sur. Donc, c'est déjà deux domaines différents. Il y a la SAS Anne et Jean-François Ganeva et le domaine Ganeva. Donc, quand on a monté le négoce, on ne savait pas trop. Pardon, ce que ça allait donner, ces vins, du fait on n'avait jamais fait ça, évidemment. Donc, on dit toujours que quand on a des beaux raisins, un gros travail à la vigne, on ne peut pas faire de mauvais vins. Mais enfin, ça a été des assemblages assez osés, un pari un peu étonnant ou détonnant, n'est-ce pas? Et puis, du coup, j'ai voulu trancher, donc avec vraiment plutôt faire l'esprit vin de fête, vin de partage, vin de paysans, etc. quoi. Voilà, c'est D'accord. Alors, petite question à tout le monde, là, c'est quoi la plus belle bouteille de vin du Jura qui vous a donné des frissons dans le dos? Pour dire que dans le dos, après, chacun est libre de ce qu'il veut. Bah, franchement, moi, c'est ultra dur à dire. Je vais peut-être être très chauvin, mais je suis toujours énormément excité à l'idée d'ouvrir une bouteille de Jura. Je bois plein de vins de plein de régions de France et aussi du Nouveau Monde, mais je suis toujours très excité à l'ouverture d'une bouteille de Jura. Je pense qu'une des plus grandes canettes que j'ai bues, ça peut être des vins très anciens. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a goûté un blanc 1947. Voilà, c'est un collègue, Frédéric Lornay, qui nous a sorti ça. Je crois que c'était son père qui les faisait. Et c'est vrai que voilà, on ne sait pas trop si c'est du Savagnin ou du Chardonnay. En tout cas, c'est du blanc. Je pense qu'il y avait les deux dedans et c'est des bouteilles qui sont vraiment vibrantes, quoi. Et ensuite, voilà, j'ai eu énormément de plaisir sur plein d'autres vins, y compris des vins de Jean-François, des vins de chez Auvernois aussi. Enfin, voilà, il y a plein de canettes qui sont trop bonnes dans des domaines moins connus aussi. Enfin, voilà, il y a plein de trucs très bons. Mais en tout cas, si je devais en retenir une, ouais, ça serait ce blanc 47. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai une vraie passion pour les vieux vins. J'ai la chance d'acheter un peu de vin et de boire des vins qui ont 5-10 ans minimum. Et je trouve que après c'est intéressant. Je vais juste citer une amie italienne qui s'appelle Elisabetta Fagioli, du domaine Sono Montenidoni en Vernaccia di San Gimignano. Et je me souviens, j'avais animé une dégustation au Château Saint-Martin, qui est un bel étoilé Michelin là, sur les hauteurs de Nice à Vence. Et donc, elle avait amené 15 millésimes
dont le vin le plus jeune devait avoir 3 ans. Et donc, il y a un convive qui dit à un moment, mais j'ai beaucoup aimé cette dégustation, j'ai beaucoup aimé vos vins et tout. Et donc, il demande à Elisabetta, c'est une dame voilà, qui a plus de 70 ans, qui a un caractère bien trempé, qui a pas sa langue dans sa poche. Et c'est vraiment la maman italienne. Et il dit, j'ai bien aimé vos vieux vins, par contre, moi, je préfère les jeunes. Et du haut de ses 70 ans, on regarde droit dans les yeux et il dit, je ne peux rien si vous êtes un pédophile, monsieur. Donc voilà, c'est la répartie de la dame. Donc ça a acheté un froid dans la salle. Après voilà, il y a eu un blanc pendant. On dirait que c'est une dégustation de vin blanc, donc ça a fonctionné. Il y a eu un blanc. Après c'est reparti. Mais voilà, moi j'ai une vraie passion pour les vieux vins. Et il y a pas si longtemps, j'ai passé un délicieux week-end au Caudalie chez Philippe voilà, avec ma chère et tendre. Et on a voyagé, on a goûté plein de vieux vins jaunes. Et donc c'est une adresse que je recommande. Hein, c'est vraiment top, on y dort bien, on y mange bien et on y vit bien. On dort sur place. On dort sur place, oui. Toujours, c'est obligatoire. Merci, Franck. Ouais, Mademoiselle Jaja ou Philippe ou Jean-François pour la bouteille Emotion. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec Marin. Dans le Jura, on a eu beaucoup d'émotions, en tout cas que ce soit sur des vieux vins du domaine faits par mon grand-père Julien ou par mon père Jean ou encore par mon arrière-grand-père Léon. Enfin bref, on a vraiment goûté des vins assez incroyables. Et dernièrement, on a bu aussi un vin jaune à Pierre qui était 89. C'est incroyable, quoi. Pour moi, c'est le plus beau vin jaune qu'on ait jamais vu. C'est incroyable. C'est une densité, une chair, une énergie incomparable, quoi. C'est vraiment un grand vin, un grand vin jaune et un grand vin tout simplement, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Philippe ou Miss Jaja, Marie? Philippe. Évidemment, pour en manipuler plusieurs, on peut avoir différents coups de cœur. Hein. J'ai eu à un moment donné une très belle émotion. On n'a pas parlé encore de vin rouge. Et quand on parle de vin rouge, un des très beaux magnums que j'ai pu goûter du domaine de la Pinte, cultivant la biologie et la biodynamie également, sur un Poulsard Pinte Bien 2003. Ça faisait partie des très belles cuvées que j'ai pu en fait découvrir et redécouvrir et qui m'ont donné vraiment une vraie belle émotion. Après, il y a M. Puffnet qui m'a fait vibrer encore récemment sur des Poulsard 89. Quel pape, évidemment, de Montigny-les-Arçures qui a su manier aussi le trousseau de façon admirable. J'ai eu des grandes vibrations sur ces derniers jaunes aussi. Et puis après, si on parle d'un vieux savagnin houillé, qu'on appelle un VSO chez M. Pierre Auvernois et Manu Houillon, millésime 2003, ça fait partie aussi comme le dit tout simplement Jean-François, un très grand vin. Bon, il paraît qu'il y a des grands vins, on ne peut voir que des grands vins parce qu'il y a des petits vins. Alors, il existe aussi des petits vins dans le Jura qui sont aussi grands que les grands. Non, mais ça, c'est sûr. Et toi, Marie? Je vais déborder du cadre comme à mon habitude, mais j'ai découvert il y a quelques mois, grâce à toi d'ailleurs, les cuvées notamment de Poulsard, de Ploussard, donc pour toi Marin, du domaine Fumé Châtelain. Et donc je suis vraiment contente de te voir en live. Mon plus gros choc, le premier, je disais, tu sais, la première bouteille quand tu commences à travailler dans le vin et qu'à un moment donné, tu as un déclic et que tu comprends ce qui t'a attiré et que tu prends la direction très sérieuse des vins d'émotion, c'était la cuvée en chalasse. Mais je ne me souviens pas du millésime, mais c'était ta cuvée, Jean-François. Ah, donc ouais. En rouge alors? Non, c'était en... Ouais. D'accord. Et vraiment, et je pense que ce jour-là, j'ai peut-être compris ce que voulait dire le mot énergie dans le vin. Et j'ai ressenti quelque chose de vraiment physique. Et je vous assure à tous que j'avais pas. C'était mon premier verre. Oui, non, mais merci en tout cas pour tous ces compliments. Mais c'est un très beau terroir et c'est des vignes de famille qui ont été bichonnées maintenant, donc avec un travail de dur labeur depuis 20-25 ans, et puis ce qui nous amène en tout cas des très beaux vins, ouais, tout à fait.
Ouais, mais c'est une région presque choquante dans le sens où c'est une vraie rencontre physique avec les vins. Je me souviens d'un pinot noir de Nicolas Jacob, justement, grâce à une amie sommelière. Ce jour-là, je me suis dit, non, tu n'as rien compris au pinot noir. Donc, ça m'a remis un petit peu les idées en place. Et il y a quelques semaines, on a la chance d'avoir été chez François Rousset-Martin, qui a ouvert un vin jaune de 1949, une gifle aller-retour et une fringance comme on aimerait en voir sur bien des millésimes très très jeunes. Donc cette question d'énergie dans les vieux millésimes aussi, c'est vraiment une région de garde, de très très grande garde. Tout à fait. Mais pour en revenir, juste une petite parenthèse, c'est quand même les blancs, on sait dans le Jura, en tout cas, il s'est toujours fait des bons blancs, mais je pense que la nouvelle génération de vignerons a vraiment apporté, en tout cas dans la partie du vignoble sud, vraiment un gros changement. Moi, quand je me suis installé, on nous demandait beaucoup de blanc, le rouge était vraiment difficile, en particulier le Pulsar et le Pinot Noir. Le Pinot Noir, on nous disait que le Pinot Noir, c'était un cépage bourguignon, mais pas un cépage jurassien. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on fait des Pinots Noirs, mais on fait des Pinots Noirs comme nulle part ailleurs, quoi. Parce qu'on fait des Pinots Noirs justement avec un terroir qui est complètement différent. Donc le Pinot Noir, je trouve, dans le Jura, est vraiment incroyable, quoi. On a vraiment cette chance-là dans le Jura d'avoir cette diversité de terroirs qui amène, on va dire, un goût comme nulle part ailleurs, quoi. Que ça soit aussi bien sur les chardonnays que sur les rouges, c'est vraiment intéressant, quoi. Parce que le chardonnay, on en trouve en Bourgogne, le pinot noir aussi, hein, je prends cet exemple-là, évidemment. Ouais. Je trouve que c'est en tout cas, on est gâté, vraiment, vraiment. Il faut goûter, encore une fois, un jour dans sa vie, un pinot noir cuvée Julien de M. Ganva. Vous allez savoir ce que c'est que le pinot dans le Jura. Ça fait tout drôle quand vous buvez ces vins-là. Ça vous fait tout drôle. Véritablement, vous allez savoir ce que c'est que d'être vivant. J'ai défait un 2011 vraiment magnifique. Ah oui, c'est des bons stratosphériques. Magnifique. Et on parle depuis tout à l'heure de ces cépages qui sortent vraiment de l'ordinaire du Jura. Mais on ne parle pas assez, à mon goût, de vos sols, parce que ça vous distingue aussi sur cette région incroyable. J'ai une première question, et puis après, Franck, si tu m'autorises, je poserai une question un peu plus geek, mais un tout petit peu plus tard. Les Marnes Bleues, vous êtes quand même, c'est un terroir particulièrement exceptionnel. Ça donne, là, on n'est même plus sur des questions d'aromatiques, mais plutôt sur des questions de texture et d'énergie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces sols absolument incroyables? Eh bien, Marin, si tu veux t'exprimer, il n'y a pas de problème. Je prendrai la suite si tu veux, hein. Vas-y, je te laisse. Oh, bah, écoute, petite parenthèse sol. Oui, bah, les Marnes Bleues, évidemment, c'est des terroirs assez incroyables. C'est vraiment les terroirs de prédilection pour les Savagniens. Après, si je ne me trompe pas, les Marnes Bleues, c'est des marnes du Lias, en fait, et du coup, qui peuvent avoir des teintes bleues, mais elles peuvent avoir aussi d'autres teintes. Ça peut être aussi un peu brun ou gris très clair. Et voilà, ça, c'est vraiment les terroirs de prédilection pour le Savagnin et le Ploussard. Et c'est des terroirs incroyables. Mais les Marnes, de manière générale, sont des terroirs incroyables. Il y a les Marnes du Trias aussi. Il y en a, les Lias sont plus... Non, c'est les Trias qui sont plus vieilles que les Lias, je ne sais jamais. Tout à fait, oui. Peut-être que... Ouais, c'est ça. Ça dépend de l'étage. Donc voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans le Jura, c'est qu'en fait, voilà, sur 70% du territoire, on a des calcaires comme en Bourgogne, de plein d'époques géologiques différentes. Nous, sur Arbon, on a surtout du Bajocien. Et puis ensuite, sur 70% du territoire, on a ces marnes qui sont vraiment propres au Jura et qui sont vraiment adaptées à nos cépages rustiques, Savagnin, Trousseau et Ploussard, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez précis, mais... Ah oui, faut rappeler que les marnes, c'est déjà magnifique en soi, parce que c'est un assemblage de calcaire et d'argile. Mais ce terme de marne bleue, d'où est-ce que ça vient? Bah, c'est vraiment la teinte que le sol peut avoir dans certains endroits, hein. Il y a vraiment parfois des veines de marne bleue, le sol est bleu.
comme des fois, il y a des veines de marne rouge ou de marne grise, vraiment, c'est flagrant, quoi. On s'y trompe pas. Ouais. Mais tout ça pour dire, Vas-y, Jean-François. alors, tout ça pour dire en tout cas que ces marnes, c'est vraiment des très très jolis terroirs, mais en tout cas, c'est des terroirs vraiment très très difficiles à travailler. C'est ou c'est trop humide ou trop sec. Donc, c'est clair que ça, il faut passer au bon moment. Vous avez des fois une demi-journée, même pas pour passer. Et c'est en tout cas, c'est compliqué, c'est des sols très compacts, hein, ça fait donc partie de la famille des argiles. Et c'est vraiment des glaises grasses, humides, et qui deviennent vite sèches. Et ensuite, ben, les outils ont du mal à rentrer. C'est où ils rentrent trop ou pas assez. Voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les marnes en triase, liase, bajossien, bâtonien, en gros dans la famille, hein, les schistocartons, donc de transformation d'argile en calcaire aussi, qui donne un feuillet, le côté ardoise. Ça, c'est vraiment c'est superbe, c'est des terroirs magnifiques. Pour les blancs, mais on était formaté aussi par rapport à ça. On nous disait que c'était vraiment là pour les blancs et les ploussards. Mais moi, j'ai mis des pinots noirs aussi sur ces terroirs-là, pardon, et c'est aussi très, très intéressant. Les pinots noirs en billat, chez nous, c'est sur des schistes carton, donc sur des marnes comme ça, et c'est vraiment intéressant aussi. C'est plutôt un équilibre de blanc, ça leur amène une acidité, un équilibre assez incroyable, avec toujours un côté avec des notes un peu de grillé comme ça, avec une réduction comme un blanc, quoi. Mais c'est tout à fait, c'est vraiment intéressant. Il y a une question justement de Marnie, encore une fois, qui dit est-ce que c'est vrai, cette légende du pulsar qui serait mieux sur les fameuses marnes bleues et Trousseau plutôt sur les marnes rouges? En tout cas, on était formé, on était formaté par ça. Moi, j'ai mis des trousseaux à des endroits qui ne sont pas forcément sur des terroirs comme à Montigny. Et tout compte fait, ça marche bien aussi. On n'a pas du tout le même profil de vin. Encore une fois, ça donne un vin qui est différent. Mais ça marche bien aussi. Je pense que ça, c'était comme ça il y a longtemps pour des questions aussi d'équilibre et puis par rapport à des climats. Voilà, aujourd'hui, ça coupe. Aujourd'hui qu'on a un climat plus solaire, je veux dire qu'on arrive à faire des vins un petit peu sur des terroirs qui étaient un peu méconnus, quoi. Alors justement, il y a une question intéressante sur les millésimes plus chauds dont vous parlez. Comment vous faites pour adapter aussi, une fois que vous avez votre vendange, les millésimes à la cave, quand ils sont plus chauds, plus solaires? Est-ce qu'il y a des pratiques que vous mettez en œuvre à la cave? Ça, je pense qu'il faut simplement vendanger au bon moment. Des fois, c'est dur d'avoir de la maturité. Dans le Jura, cette année, par exemple, c'était assez compliqué. Il a fallu attendre un peu plus. Mais sur les millésimes chauds, en fait, on s'est certainement un peu tous fait avoir en 2018, mais il faut juste vendanger au bon moment et avoir la bonne fraîcheur pour faire des vins équilibrés. Quand on vendange trop tard, on a la chance dans le Jura d'avoir des sols qui nous donnent des pH bas. Donc, on arrive quand même à faire des blancs pleins de fraîcheur, etc. C'est vrai qu'on peut avoir des vins qui titrent à 14 et qui ont toujours un pH de 3, 3,1. Mais après, c'est vraiment ça le secret, c'est de vendanger au bon moment, quoi. Quand c'est trop mûr, c'est trop mûr. Quand c'est pas assez mûr, c'est pas assez mûr. Voilà. C'est quoi votre secret cette année pour vendanger au bon moment? Ben, après, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Le bon moment, c'est aussi quand on peut. Cette année, par exemple, la pluie menaçait. Du coup, voilà, c'est plein de compromis à faire, en fait, d'essayer de trouver la date parfaite en fonction des aléas climatiques et aussi de la maturité qu'on peut avoir. Voilà. Puis après, chaque millésime est différent, hein, donc il ne faut pas non plus être apeuré quand on rentre des choses un peu plus mûres ou un peu moins mûres. Voilà, c'est millésime qui parle aussi souvent. Mais cette année, ouais, c'était assez compliqué de trouver la bonne date, quoi. Il fallait attendre, ça commençait à pourrir. Voilà, il fallait être patient et surtout faire chauffer la table de tri. Voilà. Ouais, je pense que cette année, la matière phénolique, on ne l'a pas eue parce que malheureusement, on a démarré sur des vendanges qui commençaient à s'abîmer et qu'on n'a pas pu se permettre d'attendre une vraie maturité parce que les raisins étaient vraiment compliqués. Mais en particulier chez nous pour les pinots noirs, les pinots noirs étaient vraiment difficiles cette année, ouais.
Donc, on n'a pas pu attendre aussi longtemps qu'on aurait voulu. Mais en tout cas, on va faire des vins un petit peu différents. C'est bien aussi d'avoir des vins comme ça. Je pense que c'est des vins qui seront peut-être un petit peu plus faciles, un petit peu moins de garde. Mais en tout cas, c'est des vins qui vont être sur le fruit, pas beaucoup de couleurs, mais qui auront une très, très belle buvabilité, quoi. Très rapidement. Ok. Justement, il y a une question. On parle de la chaleur et du changement climatique. La question, c'est Jean-François a évoqué plusieurs fois le changement climatique et la capacité à exploiter de nouveaux terroirs. Alors, c'est quoi l'avenir? Est-ce qu'on peut en parler déjà? Bon, on peut en parler parce que maintenant on a du recul parce qu'on a quand même eu des millésimes là, relativement solaires avec des températures très élevées. On a eu à Rotali en tout cas 45 degrés, on n'a jamais vu ça auparavant, plusieurs fois, que ce soit en 2017, en 2018, 2019, 2020, on a quand même on a fait des vins relativement solaires, alors plutôt 2018 que 2019, mais on a quand même eu des journées très chaudes. Et on s'aperçoit qu'on est vraiment chanceux avec ce terroir dans le Jura où on réussit, comme disait Marin, à avoir des vins relativement avec des grosses maturités, mais toujours avec un équilibre assez remarquable, c'est-à-dire avec des pH qui est autour de 3, 10, 3,20, enfin, qui sont tout à fait acceptables et qui nous donnent des vins justement avec de la fraîcheur, de l'attention et de l'énergie à revendre. C'est pas ça, le petit frisson dans le dos alors quand on ouvre une bouteille. Vous l'avez déjà, c'est bon signe. Ah bah oui, très souvent. Hein. Surtout avec les vins du Jura. C'est pour ça qu'on a dit le vignoble mythique, parce qu'il y a un mythe, il y a une énergie qui est fabuleuse, qui transperce. Le 4 décembre, on sera sur vos terres. Ah oui. Eh ben, on se verra alors. Et c'est vrai qu'on est souvent très surpris parce que des fois, on boit des vins et on retourne la bouteille pour lire la contre-étiquette et on voit que ça titre à 14 et en fait, on n'aurait pas dit parce que vraiment, il y avait l'acidité qu'il fallait, la fraîcheur qu'il fallait, l'énergie qu'il fallait et c'est ça qui est assez chouette avec nos terroirs, quoi. Marie, peut-être une dernière question, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Oui, l'instant geek. Non, c'est sûr que ça me plaît beaucoup d'entendre parler de pH et surtout d'harmonie, d'harmonie entre les différents paramètres. Le vin, c'est pas le taux d'alcool, c'est pas c'est un ensemble de paramètres. Donc le pH est important aussi. Le pH étant permis par les sols, à moins que je raconte n'importe quoi, j'aurais posé une dernière question hyper geek sur les sols. Est-ce que dans les marnes rouges, on a cette couleur un petit peu rouge parce qu'on a une présence d'oxyde de fer? Et si on a un petit peu d'oxyde de fer dans les marnes rouges, est-ce qu'on peut y trouver l'origine peut-être de certaines teintes un peu plus animales et un peu plus sanguines? Alors, je pense pas. Mais par contre, c'est vrai que la couleur de la marne, en fait, c'est son état d'oxydation, quoi. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut avoir des marnes rouges, etc. D'accord. Après, en fait, je dis je pense pas, mais j'en sais rien du tout. Il y a aucun ouvrage qui a fait le lien vraiment entre la dégustation et puis le sol. Mais Pour un c'est une géologue. hypothèse. Je ne peux pas poser là-dessus. Oui, c'est un très bel Les trousseaux ouvrage. ne sont pas plantés que sur Marne Rouge, hein. Il y a beaucoup de trousseaux qui sont plantés en fait vraiment dans des sols qui sont assez drainants. Et les trousseaux, ça marche bien sur calcaire. Voilà, on cherche les belles expositions parce que c'est un cépage qui aime bien le soleil et les sols drainants, quoi. C'est pas toujours trousseau Marne Rouge, quoi. Oui, je pensais avoir peut-être trouvé un petit parallèle avec les terres gaillacoises et les expressions un peu sanguines, tu vois, qu'on a. Mais bon, c'était visiblement uniquement dans ma tête. Non, mais après peut-être, hein. Ouais, juste pour compléter, parce qu'en fait, on est quand même au sein de l'école passionnée de dégustation géosensorielle et donc on a constitué, comme moi j'ai constitué il y a quelques années un groupe de travail sur la dégustation intuitive. On a constitué un groupe voilà, donc avec plusieurs personnes et on est en train d'essayer de voir justement cette relation, parce qu'on a tendance à faire des raccourcis métaphoriques entre la composition d'un sol et ce qu'on retrouve dans le vin. Et en fait, on oublie aussi qu'il y a la plante au milieu, il y a la façon dont elle est cultivée et il y a tout. Donc, on peut aussi dire que dans les précurseurs d'arômes, donc les anions métalliques ou les anions minéraux ou les cations métalliques sont des précurseurs d'arômes qui sont révélés ou non dans la fermentation. Mais en tout cas, voilà, l'assimilation par la plante, la libération, il y a une libération, il y a une compréhension chimique qu'on peut avoir. Il y a aussi une compréhension que je dirais moi énergétique qui va au-delà
On le sait tout à fait que quand on peut voir l'analyse d'un vin, l'analyse chimique d'un vin, il y a une part d'invisible, il y a une part de souffle, il y a une part d'énergie dans le vin qu'on n'arrive pas à mesurer, puisqu'on le sait par exemple sur l'acidité volatile, on peut avoir des vins qui ont plus d'1 gramme ou 1,2 g de volatile qui sont, Ça se prend pas, ouais. au niveau analytique, considérés comme du vinaigre, et qui sont, on l'a vécu à Barolo, en Toscane ou à Châteauneuf ou dans le Jura. Vous allez dire dans le Jura, oui, tout à fait. Voilà, sont des vins qui ont une magie incroyable, une temporalité hors du temps. Et voilà, c'est pour ça que le lien avec le sol, nous, on travaille beaucoup dessus. Pour l'instant, on a très peu de réponses. On a beaucoup de questions. Mais en tout cas, c'est hyper passionnant. Et voilà, on investigue avec un paquet de personnes. On se réunit dans 15 jours à Châteauneuf-du-Pape où on va sucer des galets. Et c'est là où le nouvel outil que tu proposes à travers la dégustation intuitive aura peut-être plus de réponses que les outils de pure analyse. Je ne sais pas. Disons qu'ils sont complémentaires. Ouais, je ne sais pas pour l'instant. À voir. Je voulais juste amener une petite parenthèse justement au niveau de ce côté équilibre du vin où on a le cas régulièrement aujourd'hui dans le Jura. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'étais plus jeune, on goûtait des vins qui étaient à 0,50, 0,60 de volatile. C'est des vins où on sentait la présence de la volatile. Aujourd'hui, on a ce côté climatique qui ont amené, on va dire, vraiment des vins solides, riches, concentrés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'effet du travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vraiment aussi dû à cette nouvelle génération où on a commencé à travailler différemment. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler comme ça, on nous prenait pour des fous. Mais en tout cas, on voit que l'équilibre du vin, dû à un vrai travail, que ce soit la biodynamie, d'enlever toutes ces saloperies qui ont été mises dans les vignes pendant des années. Moi, je vois 20 ans après, je trouve, même si le millésime est quelque part moins bon, on a une énergie supplémentaire, on a quelque chose qui se passe, et ce côté volatile, il est présent, mais c'est quelque chose qui est devenu intéressant. Malheureusement, aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la législation, pardon, c'est compliqué à vendre, mais en tout cas, ça serait à revoir aussi, parce que je trouve que quand même, ça amène un support comme sur des millésimes comme 2018, même sur d'autres millésimes, avec une patine, avec un élevage un peu élevé, cette volatile, on ne la sent pas. Elle amène, c'est un support, la volatile, ce n'est pas un poison, ça ne fait pas mourir les gens, c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui amène un support, en tout cas, super intéressant. Simplement, il faut qu'elle soit digérée, il faut qu'elle soit acceptée par rapport, il faut que le vin, il ne faut pas qu'elle domine, il faut que le vin, il soit dominant, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça, c'est dû aussi, encore une fois, d'un gros travail à la vigne. Et je pense que ça a amené vraiment une différence au niveau de l'équilibre du vin et où cette volatile est complètement, on va dire, intégrée dans le vin, quoi, voilà. Mais bien sûr, maintenant, je trouve que tu as raison, Jean-François, et pour surtout, en fait, finalement, la faire apprécier au restaurant par la clientèle qui, parfois, en fait, je trouve, ont eu un petit peu de difficulté parfois à apprécier ce style. Et aujourd'hui, il faut l'utiliser comme une arme du vin quand, évidemment, l'équilibre est au rendez-vous. Et je trouve que ça devient même un atout dans les accords mets et vins, si tu veux. Je trouve que quand je dis un atout, c'est-à-dire que il y a un format d'éclat grâce à l'acidité volatile qui est bien géré sur des belles cuvées. Ça donne vraiment, je trouve, un très bel atout pour la sensibilité de l'accord mets et vins à table au restaurant. Et c'est un gros plus. Et en tout cas, il faut juste admettre qu'il faut réapprendre à goûter, réapprendre à voir comment les vins évoluent. C'est un mode de vin vivant et il faut aussi accepter cette mouvance. Et ça paraît même aujourd'hui, nous, professionnels du vin, logique. Donc, à bon entendeur pour toutes les personnes spécialistes du vin qui nous entendent. Et en tout cas, ça paraît logique que nous, dans le Jura, en tout cas, on est un petit peu en avance sur cette modernité qui s'installe dans le fait qu'aujourd'hui, la volatile est un atout. Ça. Donc, on est gâté pas qu'au niveau des vins, je veux dire, on est gâté à tous les niveaux dans le Jura. Ça, c'est une parenthèse, je pense, importante. Aujourd'hui, on est rejoint par des jeunes passionnés, des jeunes qui en veulent. Aujourd'hui, le vignoble du Jura, c'est le numéro 1 au niveau de l'agriculture biologique, donc ça, c'est déjà important. Aujourd'hui, c'est un petit vignoble, mais il doit y avoir entre 25 et 30% de la surface qui est en agriculture biologique et biodynamique. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on est vraiment gâtés. Et en tout cas, je pense qu'avec
tout ce qui arrive, on aura de l'avance et de la ressource pour lisser un peu tout ce côté climatique. Et voilà. Merci. Maintenant, Pardon, vas-y, je t'en prie. maintenant, on croise les doigts pour que le climat nous laisse un peu tranquille au niveau du gel, parce que ça fait un peu beaucoup, 2017, 2019, 2021. Et là, je pense que ça se complique sérieusement par rapport à la région. Voilà. Un grand merci à tout le monde. Je vais peut-être laisser à chacun un petit mot de la fin. Petite question, donc voilà, tous ceux qui se sont inscrits sur le webinaire recevront le replay. Le replay, bien sûr. Avec Justine, on vous souhaite une excellente soirée, un grand merci. Chacun va dire un petit mot peut-être pour la clôture, et puis vive le Jura, vive les vins malades, et vive le comté, les saucisses de Morteau, et toutes les choses qui font du bien au corps et à l'âme. Qui c'est qui veut dire un petit mot de la fin chacun? Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci à vous, un grand merci pour cette interview qui était sympa, et au plaisir de vous recevoir à Rotalier. Et puis, je dis à Marin, tu viens quand tu veux, mon chéri, t'es le bienvenu à Rotalier. Jean-François, je te passerai un petit coup de téléphone, mais dimanche matin, le 5 décembre, on va venir gratter à ta porte. Eh bien, allez, rappelle-moi, pas de problème. Merci aussi à Philippe qui a organisé tout ça, et c'était chouette. Merci Philippe. Merci à vous. Marin, peut-être vas-y un petit mot. Oui, merci à tous. C'était une interview très sympa avec des sujets abordés qui étaient plutôt cool, des bonnes questions. Donc j'ai passé un bon moment aussi. Et voilà, du coup, j'irai voir Jean-François pour la fameuse dégustation. Et puis voilà, un bon moment en tout cas. Merci beaucoup à Philippe pour l'invitation. Et puis on se voit bientôt, j'imagine. Philippe? Exact. Je vais vite aller donner un petit canon à nos clients pour l'apéritif parce qu'ils doivent m'attendre. Mais c'était un plaisir de partager ce beau moment. Merci pour avoir répondu présent, mon cher Jean-François, mon cher Marin. Et puis, super événement autour des vins du Jura. Franck, bravo d'avoir mis en valeur, en tout cas, nos couleurs jurassiennes, que nous sommes convaincus des vins du Jura. En tout cas, on espère avoir convaincu la majeure partie des auditeurs s'ils ne l'étaient pas déjà. Donc, à très vite dans le Jura. N'hésitez pas à venir boire l'apéro au Caudalie en vous arrêtant évidemment voir les Marnes rouges de Montigny et les Marnes bleues de Rotalier. Donc, à très vite, les amis. Je suis ravie d'avoir été en si belle compagnie pour mettre à l'honneur une des régions qui porte haut les couleurs de ce retour vers le futur. C'est un peu comme ça que je vois les choses parce que c'est un retour qu'on voit en ce moment vers le goût, vers la tradition, vers le patrimoine, mais j'entends par là des goûts originaux, s'éloigner des standardisations dans le vin, dans la gastronomie, etc. Et je pense que le Jura est vraiment une région parmi les plus emblématiques de ce beau retour vers le futur. Merci à vous tous. Excellent. Merci à vous tous. Buvez bon et large Jura. Salut. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao, ciao.